La RDC doit-elle reconnaître le mérite au docteur Denis Mukwege? Quelles sont les attentes de la société civile par rapport à la loi électorale en examen à l'Assemblée nationale? Et que faut-il faire pour le retour de la paix à l'est du pays? Et voilà, mesdames, messieurs, les 3 questions qui seront débattues au cours de cette émission Paramètres à suivre. Bon nombre des Congolais, y compris les acteurs de la société civile en RDC, élèvent la voix et demandent à ce que le gouvernement puisse reconnaître le mérite du docteur Denis Mukwege. Mais quels sont ses mérites? Qu'est-ce qu'il a fait pour la nation? Nous en parlons à travers ce nouveau numéro de votre magazine Paramètres. Et dans le cadre de ce numéro, nous parlerons également des perspectives de la société civile en vue des prochaines élections prévues en 2023. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et surtout merci de nous être fidèles pour nous regarder. Alors je m'en vais tourner du côté de ma co-présentatrice Emeline Kambidio pour la saluer chaleureusement. Emeline, bonjour. Bonjour Nico, bonjour très chers téléspectateurs de cette émission Paramètres, mesdames, messieurs. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau pour ce nouveau numéro Maître Patient Bachombe. Je rappelle, il est le coordonnateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, à qui nous disons bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir répondu. Je vous en prie, c'est un grand honneur aussi pour moi. Alors d'entrée de jeu, maître, vous êtes sans ignorer que le gouvernement congolais a décerné des passeports diplomatiques à plusieurs personnalités, notamment Jean-Claude Van Damme. D'abord, votre commentaire par rapport à cela? Ben, écoutez, je crois que c'est quand même intéressant. La question a intéressé plusieurs personnes au courant de la semaine. Mais la question que beaucoup se sont posées, pourquoi seulement à Jean-Claude Van Damme alors qu'il y a d'autres modèles au niveau de notre pays qui pourraient porter aussi ce titre d'ambassadeur pour la République démocratique du Congo, parce qu'il y a un dicton qui dit qu'il faut valoriser ce que vous avez avant de valoriser ce que le voisin ou les autres ont. Et c'est là que nous pensons qu'il faut valoriser nos modèles, d'abord au niveau interne, et c'est ce qui permettra à ce que les autres nous considèrent, nous donnent, n'est-ce pas, le caractère sérieux dans ce que nous faisons. Nous vous avons suivi, vous avez écrit au président de la République pour qu'il reconnaisse également le docteur Denis Mukwege. Qu'en est-il de cette lettre? Ben oui, c'est depuis le 31 janvier 2022 que notre structure, donc la plateforme de la société civile dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, a adressé une correspondance officielle au président de la République pour lui demander de reconnaître les mérites du docteur Denis Mukwege, étant donné que plusieurs nations, plusieurs institutions internationales ont reconnu le mérite de ces dignes fils. Ce réparateur, on a dit le réparateur de femmes, pour avoir traité plus de 40 000 victimes de violences sexuelles à travers le pays. Eh bien, il était temps de rappeler le pays, de rappeler la nation congolaise, à savoir valoriser, n'est-ce pas, ses fils. Et quel est votre intérêt? Permettez? Quel est votre intérêt? L'intérêt, c'est effectivement pour que les générations futures ne l'oublient pas, pour que ça soit inscrit dans le patrimoine de ce pays, qu'il y a eu la guerre. La guerre a sévi dans ce pays. D'ailleurs, c'était plusieurs conflits armés qui ont secoué le pays, et que le viol a été utilisé comme une arme de guerre, et qu'il y a eu parmi ceux qui se sont battus, n'est-ce pas, au front, il y a eu un homme qui s'appelait Denis Mukwege, et qui a non seulement été en fait dans la salle opératoire, mais également dans tous les salons du monde pour défendre que la guerre cesse
pour plaider à ce que le viol puisse cesser à travers la République démocratique du Congo. Ce qui lui a valu ses prix. Et vous vous en doutez, il est le seul prix Nobel de la paix, non seulement dans notre pays, mais également dans toute la région, ici, le Grand Lac. Et quoi de plus normal que l'État puisse enfin accepter de reconnaître ce mérite. Alors, beaucoup de gens se posent la question, pourquoi on ne les reconnaît pas? Pourquoi en France, on les reconnaît? Aux États-Unis, dans tous les États du monde, quand vous voyagez, pour les Congolais qui voyagent partout, quand vous dites, vous venez de la République démocratique du Congo, vous dites, ah, vous êtes dans le même pays que le docteur Mukwege. C'est une référence aujourd'hui. Bon, maître, on va revenir sur cette question, de reconnaissance, mais moi j'aimerais vraiment que vous lui puissiez le présenter comme il se doit, parce que même des Congolais ne connaissent pas au fait ce qui est Denis Mukwege. Qui est-il? Quelle lecture faites-vous globalement de la personne de Denis Mukwege? Merci pour la question. Je ne peux pas dire que je connais à fond le docteur Mukwege, mais pour le peu que je le connaisse, parce que quand j'étais jeune avocat, j'ai eu à travailler pour le compte de l'hôpital de Panzi. Je travaillais pour accompagner judiciairement quelques femmes victimes de violences sexuelles devant les instances judiciaires. C'est à ce moment que j'ai connu cet homme. J'ai vu comment il se battait et j'ai adhéré à son combat. J'ai compris qu'il y a des hommes qui se sacrifient pour les autres à travers l'humanité. Il est gynécologue. Je crois qu'il a étudié en France. Mais il a eu plusieurs sollicitations pour travailler en France. Il a décliné ses offres pour rentrer au pays parce qu'il y avait encore des femmes qui mouraient à cause de l'accouchement au pays. Et il a accepté d'aller dans un coin très reculé dans la plaine de la Ruzizi où il a commencé à travailler dans un hôpital qui a été la cible, la première cible de la guerre. Hôpital de Panzi? Non, c'était l'hôpital de Lemera. Ok. Lemera dans la plaine de la Ruzizi. Donc Panzi viendra plus tard. Eh bien, cet hôpital a été la cible de la guerre de 1996 par l'entrée des troupes de l'AFDEL. C'est comme ça qu'il va perdre beaucoup de malades qui ont été tués dans leur lit. Et il a décidé de quitter pour aller se réfugier, se déplacer vers Bukavu. Et là, il a commencé un petit centre hospitalier, ce qui est devenu aujourd'hui Hôpital de Panzi. Eh bien, avec ses propres fonds. Avec ses propres fonds, il a fait participer aussi une communauté qu'on appelle de l'église, qu'on appelle CEPAC. Et c'est comme ça qu'il a initié ces centres. Un centre qui est devenu un hôpital. Plus tard, un hôpital de référence. Et aujourd'hui, un hôpital qui a une renommée au-delà de nos frontières, vous le savez. Donc, c'est un monsieur, lorsque je l'ai rencontré en tant que jeune avocat, il avait... il me donnait l'impression de quelqu'un qui veut vraiment se battre. Qui veut que ce qu'il est en train de connaître dans la salle d'opération soit connu par le monde. Et c'est ainsi qu'il va nous révéler qu'il venait de réparer une fillette de 2 ans. Il venait de le réparer, de réparer son appareil génital. Dont l'espoir était envolé. Et ça m'a touché au plus profond de moi-même. Et j'ai compris à quel niveau cet homme était prêt vraiment à se battre et à sauver des vies humaines, surtout des femmes et des enfants, et même de certains hommes qui étaient violés. Mais personne n'en parlait à haute voix. C'est à ce moment qu'il va se lever pour commencer à en parler devant des grands salons, des grandes instances. Et voilà, il a obtenu certains prix. Mais lui, au départ, et même maintenant, les prix ne lui disaient rien que travailler sur les causes de
de la guerre, les causes de l'insécurité qui faisaient à ce que les femmes soient violées. Parce que, vous savez, la guerre sévit dans notre pays, c'est tout simplement pour le pillage. C'est pour piller les ressources naturelles de notre pays. Et donc la femme est la première qui peine ou qui est la première victime de cette guerre. Alors, nous avons essayé de travailler au niveau de l'hôpital des Panzi et de la fondation Panzi. Et j'ai compris qu'en lui, il avait vraiment une conviction pour le changement. En tant que défenseur des droits de l'homme, il venait d'obtenir un prix des droits de l'homme et il va rassembler quelques défenseurs des droits de l'homme, moi y compris. Et c'est pourquoi je dis que nous portons ces combats de la défense des droits de l'homme et qu'il n'y a plus qu'un seul Mukwege. Il y a plusieurs Mukwege, dont nous. Donc il y a plusieurs aujourd'hui, il y a plusieurs Mukwege, dont nous, qui portons ces combats. Et raison pour laquelle nous pensons que honorer ce combat, ça serait quand même honorer toutes ces victimes qui ont été réparées, mais aussi les défenseurs des droits de l'homme qui ont adhéré à ce combat. Des justices pour tous ces faits, tous ces crimes qui ont été commis dans notre pays. Alors, en parcourant la région, on se rend compte que la région ne dispose que d'un seul prix Nobel qui est Mukwege et qui est aussi congolais. Comment ça vous fait intérieurement? Qu'est-ce que ça vous fait intérieurement? C'est une fierté. C'est une fierté que le monde ait reconnu un combat. Un combat qui a été mené au risque et au sacrifice, en tout cas de plusieurs personnes, mais particulièrement du docteur Mukwege. Vous allez vous rappeler qu'en 2012, sa vie a été attentée, et c'est pas une seule fois, plusieurs fois, mais il n'a pas arrêté de continuer à parler pour que la paix revienne dans le pays, la paix revienne à l'Est. Il a même proposé plusieurs fois de plans de sortie de crise. Et je peux vous dire, il a influencé plusieurs fois quelques décisions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, si nous avons même l'accord cadre d'Addis Abeba, il y est pour quelque chose. Et plusieurs décisions au niveau international, il a eu à influencer pour que la paix revienne. Et je ne saurais pas dire plus que ça, peut-être que lui peut en dire autant de sa vie, mais pour le peu que je le connaisse, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui croit en un Congo fort, un Congo où chaque Congolais peut jouir des richesses de ce pays, et un Congo qui est stable et dans la paix, où chacun fait son travail calmement, et lui, en tant que médecin, il retournerait faire sa médecine calmement, sans traiter des enfants de 2 mois violés, des femmes, des vieilles femmes violées 3, 4, 5, 6 fois, et où la justice fonctionne normalement. Voilà son combat. Mais maître, avec autant de réalisations, qu'est-ce qui fait que la RDC n'arrive pas à reconnaître ce digne fils du pays? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui dérange dans son combat? Quelque chose qui dérange, je ne crois pas, parce qu'il ne fait rien de subversif. Par contre, ce qu'il fait, c'est pour les intérêts du pays. Alors, cette question devrait plutôt être tournée vers les dirigeants pour savoir pourquoi eux ne veulent pas reconnaître les mérites de Mukwege. En tout cas, à ce que je sache, dans notre pays, malheureusement, on reconnaît les valeurs des gens quand ils ne sont plus. Vous entendrez des gens à titre dire, posthume. À titre posthume. Non, 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 non. Nous n'avons pas besoin des héros morts. Nous avons besoin des héros vivants. Nous voulons célébrer nos héros vivants, nos modèles. Parce que les générations futures, et même aujourd'hui, on doit s'inspirer de ce qui nous reste comme modèle. Parce que nous ne devons pas tourner, nous ne devons pas ergoter sans avoir des modèles qui nous inspirent et qui font à ce que nous puissions, n'est-ce pas, changer notre société. Raison pour laquelle nous avons adressé cette correspondance
Et je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui voudraient que le docteur Mukwege soit primé, reconnu officiellement par son pays. Imaginez-vous, la France l'a primé plus de 4-5 fois. Plusieurs universités, que ce soit à Harvard, que ce soit partout. Mais pourquoi pas chez nous? Nous, la société civile, nous l'avons primé. Pourquoi pas chez nous? Il a reçu le prix Nobel de la paix. On n'a pas vu vraiment un engouement pour recevoir ce prix, bien que c'était pendant la période électorale en 2018. Mais on n'a pas encore senti le pays s'approprier ce prix. Et quelle a été la réponse de la présidence par rapport à votre correspondance? Eh bien, nous attendons. Nous croyons que le président de la République va lire notre correspondance. Ça fait quand même 2 mois. Ça fait 2 mois, évidemment, mais nous attendons. Et nous croyons qu'il a accédé à notre... Et vous ne bougez pas de l'autre côté pour que la réponse vienne un peu plus vite? Écoutez, vous aussi des médias, aidez-nous. Aidez-nous à faire parvenir ce message. La correspondance a traversé tous les réseaux sociaux. Nous avons l'assurance quand même, nous avons des certitudes, peut-être qu'il pourra accéder à notre demande. Parce que s'il ne le fait pas, si on ne le fait pas, ça serait vraiment catastrophique pour le pays. Et ça va donner raison à ceux qui pensent que ceux qui servent ce pays sont les plus perdants. Vous savez, je voudrais vous dire que j'ai lu dans les réseaux l'histoire d'une femme qui était la première parachutiste congolaise, je crois en 1970. Mais cette femme, on l'a retrouvée plus loin dans le marché, ici à Kinshasa, avec Kingabwa, perdue, méconnue. Écoutez, ce n'est pas comme ça qu'on protège ces modèles. C'est pas comme ça. Les modèles, il faut les valoriser. Les modèles, il faut les rendre un patrimoine. Et c'est ce que nous demandons, pas plus que ça. Et si cette femme, on la cherchait, donc il n'existe pas dans ce pays une base de données, des modèles, pour montrer à nos enfants, parce que nous sommes en train d'écrire l'histoire du pays avec beaucoup de sacrifices. Et il faudra que nos enfants étudient cela demain. Voilà. Alors, maître, puisque nous sommes dans ces sujets, j'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous puissiez vous adresser directement aux autorités qui nous regardent. Merci beaucoup. Avant de continuer, bien sûr, notre échange. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, il m'est donné l'occasion de vous parler directement au travers la caméra des journalistes pour solliciter, demander que vous puissiez accéder à notre demande, la demande de la société civile, de décerner le prix de mérite au docteur Denis Mukwege. C'est digne fils de la République démocratique du Congo, devenu prix Nobel de la paix, le seul prix Nobel de la paix dans ce pays et dans la région, dont le monde a reconnu ses mérites pour avoir traité plus de 40 000 femmes, filles, victimes de violences sexuelles dans ce pays, pour avoir fait un plaidoyer au niveau national et international pour montrer les effets néfastes du viol et des violences faites à la femme. Et il a mis sa vie en danger pour ce faire. Sa vie a été attentée à plusieurs occasions. Nous pensons que c'est un modèle pour les générations futures et même actuelles. Et nous pensons que c'est des bons droits. Si vous lui accordez ce prix, ce mérite, ça va récompenser tous les combats des défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, nous la société civile, et ça va apaiser toutes ces victimes des violences sexuelles qui ont été réparées par le docteur Denis Mukwege. Si vous le faites, l'ayant fait, vous aurez rendu une partie des justices à ces femmes et à ces communautés qui ont été meurtries par la guerre ou
le viol a été utilisé comme arme de guerre dans ce pays. Je vous remercie. Alors, maître, on continue. L'un des souhaits de Mukwege, c'était aussi qu'il y ait installation d'un tribunal pénal international pour la RDC. Le même combat, vous le partagez, vous qui êtes acteur de la société civile. À ce jour, où en sommes-nous? Écoutez, je crois que nous ne devons pas oublier notre passé récent. Nous venons de la guerre. Nous avons connu des conflits armés à répétition dans ce pays. Et il y a eu des crimes qui ont été commis dans ce pays. Il y a eu des faits constitutifs des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et même des crimes de génocide. Il appartiendra aux juridictions compétentes d'en juger, n'est-ce pas, de donner cette qualification des crimes de génocide. Et nous avons pensé que la justice congolaise peut, à un niveau donné, venir juger certains faits, mais vous le savez très bien que certaines juridictions de ce pays n'ont pas cette compétence de juger des crimes internationaux. Et pour les juridictions comme, par exemple, les juridictions militaires qui ont cette compétence, vous connaissez les degrés de hiérarchie qui se trouvent dans les juridictions militaires, où les militaires est jugé soit par ses pairs ou les plus gradés que lui. Et vous savez qu'il n'y a pas vraiment une grande indépendance à ce niveau-là qui puisse permettre à ce qu'on puisse juger ces grands criminels. Mais aussi, c'est les commanditaires de ces crimes qui peuvent être au pays ou ailleurs, ou dans les pays étrangers, même des pays voisins. La justice congolaise n'a pas aujourd'hui des capacités, n'a pas vraiment une grande rigueur, une grande capacité pour prendre ces gens et les juger. Raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était opportun de pouvoir mettre en place une juridiction beaucoup plus indépendante. Que des juridictions nationales. Oui, une juridiction beaucoup plus indépendante, comme on l'a fait au Rwanda, par exemple. Au Rwanda, il y a eu génocide. Et aujourd'hui, s'il y a la paix au Rwanda, c'est parce qu'il y a un tribunal pénal international qui a jugé les criminels. Et si on veut qu'on soit stable, nous avons dit qu'il faut copier les modèles. Et je pense que le Rwanda, c'est un bon modèle par rapport à cette jurisprudence, par rapport à ce tribunal pénal international. Donc, si on le fait au Congo, ça peut aider à ce qu'on ne puisse plus répéter les mêmes choses comme on les vit aujourd'hui. Tenez, il y a combien d'années on parlait de M23? Mais ça revient, c'est tous les jours. Mais pourquoi on ne les fait pas passer par nos juridictions? Pourquoi? Voyez-vous. Donc, je crois que c'est légitime, cette demande-là. C'est vraiment légitime. Et ça va, comment dirais-je, ça va apaiser, ça va satisfaire les millions, les milliers de victimes aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire qu'on peut effacer, on peut balayer derrière de la main tout ce qui s'est passé. Il y a encore des gens qui pleurent les lèvres. Il y a des villages qui ont été décimés, des chefs coutumiers qui ont été enterrés vifs. Est-ce que ces communautés-là, pensez-vous vraiment que psychologiquement, ils sont prêts à accepter vraiment qu'on efface ça, on oublie? Non. Et ils attendent jusqu'aujourd'hui. Et ils attendent que justice soit faite. Alors, quelle justice au niveau du pays qui ne vient toujours pas? Raison pour laquelle nous pensons que nos juridictions sont aussi passives, ils ne sont pas actifs. Ben, c'est tout simplement parce que la plupart aussi de ceux qui ont commis des crimes, on les a acceptés de diriger le pays. Voilà. Il y en a qui sont dans l'armée. Il y en a qui ont été au gouvernement. Voilà, donc lorsqu'on a fait
le 1+4, on a accepté tout, le mixage, le brassage, tout ce que vous connaissez. Mais ça n'a pas permis au pays d'avancer, malheureusement. Parce que si c'était la solution, mais on serait loin. Mais regardez, toutes les défections qui se font, c'est généralement avec ceux qui avaient pris l'arme contre le pays. Mais on doit apprendre que celui qui prend l'arme contre le pays, c'est un rebelle. Et la rébellion, c'est une infraction. Maître, parlons de l'insécurité à l'est du pays. Voilà. Il y a le M23 qui réapparaît en plein état de siège. Est-ce que l'état de siège, aujourd'hui, on peut dire, il vaut son pesant d'or? Je crois que nous attendons que le Premier ministre puisse, parce qu'il est descendu au Nord Kivu. Et en Ituri aussi. Il a déjà bouclé d'ailleurs sa tournée. Il vient de boucler sa tournée. Nous attendons vraiment avec impatience que les résultats de sa mission, de son évaluation, nous soient présentés pour que nous puissions débattre. Parce que nous voulons débattre sur base des faits, une évaluation vraiment réalisée sur base de certains standards, sur base de certains principes. Alors, nous aurions pensé, ou au départ, lorsque l'état de siège a été proclamé, nous pensions que ça n'allait pas durer plus de 3 mois. Mais du fait que ça traîne, je pense que ça, c'est un indicateur qu'il y a des problèmes. Que le président lui-même, quand il quittait Goma dans sa mission, il disait qu'il y a des magouilles dans l'armée. C'est une expression qu'il a utilisée. Des magouilles. Et c'est difficile qu'on vienne à bout. J'espère, parce que je suis en train de voir comment les militaires se battent, et nous sommes derrière nos vaillants militaires qui se battent au front pour défendre le pays. Mais parce qu'on parle d'M23, je pense qu'il faut que le pays puisse s'affirmer en évitant de donner à tous les rebelles, tous ceux qui prennent les armes contre le pays, à leur donner des avantages pour entrer dans l'armée, pour intégrer la police, pour devenir je ne sais pas qui. Je crois que c'est ce qu'on doit. On doit arrêter cette cycle-là. On doit arrêter ça. Il doit être connu que dans ce pays, celui qui prend l'arme contre l'État, contre le Congo, c'est un rebelle et c'est une infraction. C'est clair. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Donc, chacun qui prend l'arme, on va négocier. Non, il faut le mettre hors état de nuit. Donc, celui qui a commis un crime aujourd'hui peut également récidiver demain. C'est ça le problème. Et ça ne fait que durer, malheureusement. Ça ne fait que durer, malheureusement. Et quel est le combat de la société civile? Le combat de la société civile aujourd'hui, c'est qu'on doit établir des relations de coopération avec les États voisins, des coopérations, pas vraiment d'intégration, mais des coopérations. C'est-à-dire tous les contrats, toutes les, comment on les appelle, toutes les conventions qu'on traite avec les États, il faut les rendre publiques. Ça ne doit pas être des secrets d'État. Quand notre pays, la République démocratique du Congo, traite avec le Rwanda, mais cette convention-là, qui la connaît? Quand on traite avec le Burundi, avec l'Ouganda, nous voulions qu'aujourd'hui le Rwanda nous dise qu'est-ce qu'il nous réclame. Nous voudrions quand même qu'autour d'une table, l'Ouganda nous dise qu'est-ce qu'il nous réclame. Et dans une certaine mesure, le Burundi qui nous dise qu'est-ce qu'il nous réclame autour d'une table. Et que l'on ne puisse pas rester dans des accords un peu secrets. C'est là qu'il y a des suspicions. C'est là que la société civile dit non, nous devons savoir parce que on le fait pour les Congolais d'aujourd'hui et les Congolais à venir. Pour les 30, 40, 50, 60 prochaines années. Voilà les combats de la société civile. Nous nous battons pour que la paix revienne au pays. Mais il faut, pour amener la paix, il faut traiter à partir des causes. Pas seulement les effets, mais à partir des causes. Voilà ce que nous avons estimé. Et d'ailleurs, parce que vous avez posé la question, il s'agit ici de considérer la primauté
des accords multilatéraux en lieu et place des accords bilatéraux. Au lieu de traiter comme ça des intérêts directs avec chaque État, il fallait d'abord valoriser les accords que nous avons au niveau, n'est-ce pas, sous-régional. Par exemple, avec le Rwanda, avec le Burundi, nous avions la CPG, n'est-ce pas? Et nous avions des informations que l'Ouganda aussi aurait soumis sa demande d'adhésion. Il fallait agréer cette demande. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui dans le cadre de l'intégration, nous craignons que ça soit contre-productif pour les Congos plutôt que la coopération. Voilà le combat de la société civile. Le combat de la société civile, c'est aussi travailler pour que la cohésion revienne au sein des communautés au niveau de l'Est. Que la cohésion revienne au niveau non seulement de l'Est, mais dans toutes les provinces de notre pays pour construire cette cohésion nationale, cette unité nationale qui nous manque d'ailleurs au pays. C'est aussi lutter contre les discours de haine et d'incitation à la haine tribale dans le pays. Parce que finalement, ça vient donner, n'est-ce pas, l'eau au moulin de ceux qui veulent éclater notre pays, la balkaniser. Alors, maître, je vous interromps un peu. Vous avez abordé la question de discours de haine et incitation à la haine tribale. Vous avez organisé plusieurs activités dans le cadre de votre organisation, qui est la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Alors, là, est-ce qu'il y a eu un cahier des charges où vous avez eu à présenter aux autorités par rapport à ce qui se passe dans plusieurs provinces de notre pays? Oui, merci pour la question. En réalité, notre pays souffre de ces déficits de cohésion sociale. C'est vrai, certes que ça a commencé il y a longtemps, mais ça a pris des proportions inquiétantes à partir de 2018, après les élections de 2018. Et peut-être nous parlerons des élections 2023, il faut bien les préparer sans les gènes qu'ont laissé les élections de 2018. Je parle ici du seuil, par exemple, électoral. Donc, ce seuil électoral est venu aussi pour exaspérer cette question. Et vous savez que la plupart des fois, les élections chez nous sont rabattues au niveau des tribus. Et avec le seuil, ça a encore accentué ces vices. Voyez-vous? Alors, nous avons estimé qu'il faut travailler sur les discours, les messages qui incitent à la haine. Et nous avons commencé à le faire. Nous avons organisé plusieurs activités pour sensibiliser les autorités politico-administratives. Nous avons sensibilisé les communautés au niveau beaucoup plus de l'Est, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu, à Ituri, à Tanganyika, et même dans la province orientale et l'Équateur, donc le nord Ubangi, le sud Ubangi, et dans le Congo central. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi ces discours de haine, incitation à la haine, donc ces concepts-là, si vous pouvez l'expliquer, et les téléspectateurs sont en train de chercher à comprendre, parce que ce sont des concepts qui, de fois, échappent à la connaissance du public. Écoutez, la haine d'abord, c'est quoi? La haine, c'est l'opposé de l'amour. Tout à fait. La haine, c'est le fait de vouloir, donc c'est un sentiment d'aversion. Un sentiment d'aversion contre quelqu'un. Et ici, nous parlons maintenant d'aversion contre une tribu. Ce qui est encore plus grave. Alors, quand nous parlons de la haine tribale, c'est l'aversion contre une tribu. Et le discours qui accompagne maintenant cette aversion, c'est un discours qui est distillé dans l'intention d'amener les autres
à agir contre cette tribu, à la violence. Et c'est ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de lutter, au fait. Lutter contre aujourd'hui. Et quand vous êtes, par exemple, ici, à Kinshasa, vous attendez à Mouyaka. Yo, Wewa. Oh, Wewa. Donc c'est comme si une tribu est devenue une injure. Non. Moussakata. Tu vois, hein? Mounindou. Tu vois, on survalorise sa tribu. On survalorise sa tribu contre une autre tribu. Non seulement qu'on le fait, mais aussi on incite maintenant, parce qu'aujourd'hui on a des réseaux sociaux. Tout à fait, on peut facilement... Les réseaux sociaux facilement, de manière instantanée, et on les divulgue dans les réseaux sociaux, ça passe partout, et tout le monde tient ça comme une vérité, et tout le monde commence à... Et ça reste dans la mentalité. On détruit la communauté, effectivement, on détruit cette volonté de vivre ensemble. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Et nous devons vivre, si nous voulons maintenir le Congo tel que nous sommes aujourd'hui, nous devons développer des discours plutôt de cohésion. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons porté une proposition de loi contre le tribalisme, racisme et xénophobie, qui est aussi endossée par le député national Gary Sakata, n'est-ce pas, pour voir comment est-ce que nous pouvons arriver à renforcer la peine, n'est-ce pas, de ces infractions-là, d'incitation à la haine et même des discours de haine. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que la population prend cette question à la légèreté, parce qu'on n'arrive pas à mesurer les conséquences. Quelles sont les conséquences qui sont liées justement à cette terre qui gangrène la société congolaise? Mais écoutez, je vais pas aller plus loin. Regardez en face de nous, je vais dire au Rwanda, le pays voisin. Et lorsque le génocide a commencé, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire, on a traité des gens de cafards. Un exemple probant. Ouais, on a traité des gens de cafards et puis ça a suivi tout ce que vous connaissez comme génocide. En fait, ce sont des faits, des signaux, comment on les appelle, des signes avant-coureurs du génocide. Parce que si on s'en prend à une tribu ou à une ethnie et on commence à éliminer ou à éliminer une personne, même une seule personne, membre de cette tribu, du fait de son appartenance à cette tribu, voilà, sous réserve de la qualification du juge, ça s'appelle génocide. Si on a l'intention d'apurer ou d'éliminer ou d'éteindre cette tribu-là ou cette ethnie-là. Donc, voilà l'exemple que je donne, et c'est ça la crainte. La crainte, c'est que ça nous divise dans notre pays. La crainte, c'est que on ne soit pas, on n'ait plus ce Congo tel que nous l'avons aujourd'hui. La crainte, c'est qu'on nous divise. Sérieusement, c'est qu'on n'ait plus des institutions stables. On n'aura plus des institutions stables. La crainte, c'est que on se fasse la guerre entre nous. La guerre, c'est qu'on ne vit plus ensemble. Or, ce qui fait de nous le pays, ce qui fait de nous cette cohésion qu'il faut maintenir. Le vouloir de vivre ensemble. Tel est le combat de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale, la DICODE, qui est une plateforme de la société civile qui se spécialise sur ces questions, ces thématiques. Parce que, au départ, à la genèse de ce pays, on n'était pas vraiment un peuple. On était plusieurs peuplades, on était des peuplades, des royaumes, des dynasties, royaume Luba, Kuba. Nous avons été à l'école pour faire l'histoire, vous allez vous rappeler, et presque chaque chefferie était un royaume. Mais lorsqu'on a mis le Congo tel qu'il est aujourd'hui, on a dit, bon,
mettons en place une zone de libre-échange, voyez-vous. Et donc, c'est à nous les Congolais de travailler pour devenir véritablement un peuple avec les mêmes valeurs. Voilà, maître, on chute déjà, mais parlons des élections de 2023. Quelles sont les perspectives de la société civile? Ben, les perspectives de la société civile, c'est que d'abord, on est très regardant par rapport au débat à l'Assemblée nationale en ce qui concerne la loi électorale, parce que la société civile avait organisé des consultations et des journées, n'est-ce pas, électorales, des JONAREF en 2020, et nous avons produit ce qu'on a appelé un référentiel, n'est-ce pas, de réforme. Et nous sommes en train de faire le plaidoyer pour que ce référentiel soit vraiment pris en compte. Et aujourd'hui, avec une autre plateforme de jeunes, IJCC, nous sommes en train de travailler avec toutes les dynamiques des jeunes pour que l'on tienne compte, n'est-ce pas, de la participation des jeunes dans les instances de prise de décision, c'est-à-dire à travers les élections. Et d'ailleurs, je vous donne l'information, d'ici le lundi, donc le lundi prochain, le lundi 18, les jeunes vont déposer leurs propositions au niveau de l'Assemblée nationale. Mais parce que vous parlez des perspectives, il y a un constat qui s'est fait de plus en plus dans ce pays. Et je voudrais vraiment que tous les Congolais notent cela. C'est que la classe ou la dynamique politique actuelle est en train de montrer ses limites. Comment? En fait, c'est par rapport aux aspirations des communautés. C'est par rapport aux aspirations du peuple. On a comme l'impression que les gens se battent beaucoup plus pour les positionnements. Les dirigeants, les députés, voilà, les dirigeants se battent pour des positionnements et avec ce principe d'autorité morale. Nous avons toujours au détriment de l'intérêt général. Oui, donc l'autorité morale, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit en lieu et place de tout le monde. Ça n'existe pas dans la démocratie. Ça n'existe nulle part dans la démocratie. Donc, pour nous, avec ces formats et cette dynamique politique du pays, on ne peut pas attendre grand-chose. La société civile est également accusée d'avoir une obédience politique. Mais écoutez, je crois que la société civile doit se positionner. L'heure est venue pour la société civile de quitter ce que j'appelle l'hypocrisie, mais de se positionner dans ce que nous appelons la dynamique communautaire afin de renverser le paradigme pour faire émerger un nouveau leadership qui peut diriger ce pays. Et nous pensons, comme perspective, que cette fois-ci, en 2023, la société civile va présenter des candidats à tous les niveaux, même à la présidence du pays. Et les communautés doivent s'assumer, doivent s'affirmer, et ça sera ainsi que les communautés peuvent arriver à faire grandir et exécuter leurs propres desiderata. Alors nous sommes arrivés à la fin, maître, une dernière question. Quelles sont vos attentes par rapport à la loi électorale qui sera bientôt réformée à l'Assemblée nationale dans une plénière qui est déjà attendue? Ben, la première, c'est qu'on casse le seuil. C'est clair. Pour nous, on doit casser le seuil. Pour permettre une grande représentativité. Absolument. On doit laisser les jeux démocratiques ouverts à tous ceux qui, n'est-ce pas, requièrent ou réunissent les conditions. Voyez-vous? Il ne faut pas laisser la direction du pays aux seules personnes nantis. C'est-à-dire seulement ceux qui ont des millions. Ça fait que les gens qui accèdent au pouvoir pensent qu'ils y vont pour s'accaparer des richesses.
Non. Quand on va au pouvoir, c'est pour servir. Voyez-vous? La deuxième chose, c'est qu'il faut diminuer sensiblement les cautions ou la caution. Il faut intégrer plus de femmes et de jeunes. Ça doit être clair. Les listes qui n'auront pas un pourcentage de jeunes et de femmes devraient être irrécevables. Mais des jeunes et des femmes qui sont capables. Absolument, absolument. Nous sommes de ceux qui défendent les valeurs, défendent les compétences. On ne va pas prendre des gens dans la rue, comme on le voit, non, c'est pas ça. Il faut éviter aussi que quelqu'un se présente en même temps comme député national et député provincial, et gouverneur, et sénateur à la fois, la même personne. Et à côté de ça, il a sa femme, son fils comme suppléant, son beau-frère. Beau-frère, de sorte que quand il quitte voilà, l'Assemblée nationale pour aller au gouvernement, c'est son fils qui entre là-bas. Mais écoutez, on ne construit pas une démocratie comme ça. Je pense qu'il y a des fondamentaux. Et malheureusement, les gens ne veulent pas aborder ces fondamentaux. Je ne voudrais pas que ce soit un débat complaisant. Je voudrais que ce soit un débat démocratique et que nous puissions nous inspirer des erreurs passées pour ne plus les commettre. Il faut éviter que les élections de 2023 soient une débat. Et nous ne voulons pas aussi, aujourd'hui, avec tout ce qui se raconte, qu'il y ait une révision constitutionnelle aujourd'hui. Voilà, Il ne faut pas toucher aux articles qui vont nous amener à la révision constitutionnelle. Des articles qui fâchent. Ah oui, pour la société civile, c'est ça. Il y a plusieurs éléments que nous allons peut-être prochainement vous soumettre, On aura que nous allons déposer évidemment déjà le lundi à l'Assemblée nationale, avec des jeunes réunis au sein de l'UJCC, donc toutes les dynamiques, nous allons déposer cela. Et nous pensons que nous devons être écoutés. Parce que si on n'est pas écouté, on ne nous dira pas qu'on n'a pas crié sous le toit. C'était un plaisir, maître, de vous avoir sur ce plateau. Madame, messieurs, je rappelle la question sur la loi électorale, le combat de la société civile pour le retour de la paix, mais également la reconnaissance de la RDC à Denis Mukwege. Ce sont là des questions qui ont fait l'objet de cette émission qui a eu le privilège de recevoir pour vous Maître Patient Bachombe. Il est coordonnateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICODE RDC en sigle. Maître, nous vous disons merci. Je vous remercie, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux pour nous suivre.